Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Justement, au service de notre pays, ça va être un grand sujet, compétition mondiale et intelligence économique. C'est le livre d'Augustin de Colnay, professionnel en intelligence économique, qui est diplômé de l'école de guerre économique, qui publie ce livre aux éditions Valeurs Ajoutées. Bonjour Augustin de Colnay. Bonjour. Alors, nous sommes en guerre, on parle, c'est le générique de notre émission. Comme vous le savez, le Nous sommes en guerre, le fameux d'Emmanuel Macron, proféré au moment du Covid-19. Mais il y a une autre guerre qui se passe. On parle aussi de la guerre Russie-Ukraine et de ces cortèges d'horreur et de mort. Mais il y a qui ne s'arrête jamais, et le soleil ne se couche jamais sur l'empire de la guerre économique, justement. Et cette guerre économique, Augustin de Colnay, justement, vous l'analysez de façon très intéressante, et c'est très grand public, je le dis aux auditeurs. En fait, ce sont les entreprises françaises, les entreprises qui sont prises au cœur de la guerre économique. On en parle assez peu en général dans l'actualité, mais la guerre, elle n'épargne personne et elle touche beaucoup. Alors, cette guerre économique, vous parlez effectivement de l'espionnage, de qu'est-ce que c'est que la culture de l'intelligence économique, qu'est-ce que ça veut dire, y compris pas seulement pour le CAC 40, y compris pour les PME, qu'est-ce que c'est que la sécurité économique, que sont les conséquences aujourd'hui où on voit ce monde multipolaire émerger avec la Chine, la Russie, on parle du yuan, de la roupie et du rouble contre le dollar et peut-être l'euro, enfin sûrement d'ailleurs l'euro, on parle de souveraineté, on parle de tout ça. Alors, je voudrais d'abord, Augustin de Colnay, qu'on définisse aujourd'hui, hier aussi, mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui en 2022 pour les entreprises, dans cette mondialisation, dans cette compétition mondiale, quel est leur rôle et en quoi sont-elles, je dirais, en quoi elles sont-elles touchées et en quoi peuvent-elles effectivement subir ou pâtir de cette guerre économique mondiale ? Merci pour cette interview. D'abord, il faut peut-être faire un constat, il faut peut-être revenir aux années 2000, où on est progressivement... On a eu une hyper compétition qui est devenue progressive pour arriver maintenant à une véritable compétition mondiale auquel font face les entreprises françaises, dans une compétition mondiale, en somme, où personne ne fait de cadeaux à d'autres. Regardez l'affaire des sous-marins australiens. Vous avez un fleuron français, Naval Group, donc qui fabrique des sous-marins français, qui, en Australie, a perdu un contrat, je dis bien, de 50 milliards de dollars australiens, je dis bien 50 milliards de dollars australiens, et qui correspondent en dollars américains, à peu près, c'est... Alors, je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, c'est parti au profit des Américains. On a d'autres cas un peu plus et ça a été à la dernière minute, enfin, dit-on, mais il y a d'autres cas, je crois, aussi. D'autres cas, on pourrait parler de la Chine, qui en 2007-2008 a lancé un faux appel d'offres pour acquérir des trains à grande vitesse, des TGV, et ça uniquement dans le but de récupérer les mémoires techniques d'entreprises occidentales, Alstom Train, Siemens, l'ex-Bombardier, et maintenant c'est la Chine qui exporte des trains à travers le monde, y compris sur nos propres marchés domestiques. Et peut-être un dernier exemple qui fait tâche, l'affaire Alstom. Oui. Qu'est-ce qu'on a ? On a une entreprise française qui s'appelle Alstom Energy, qui a été racheté par un concurrent américain, General Electric, donc des spécialistes de la production d'électricité. Et ça a été rendu possible, cette acquisition, grâce au service du ministère de la Justice américaine. Voilà, Alstom Energy qui a été mis à l'amende, et puis qui a été affaibli, et ensuite qui a été racheté. Donc moi, si vous voulez, vous avez parlé d'un grand nombre de menaces, diverses et variées, et j'ai essayé de me poser une question, comment les entreprises françaises peuvent-elles se protéger si elles n'ont pas anticipé l'ensemble des menaces auxquelles elles font face ? Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis parti à la rencontre d'une vingtaine de professionnels de l'intelligence économique, donc des directeurs sur tête de grands groupes du CAC 40, des responsables financiers, des professionnels qui travaillent pour des cabinets d'intelligence économique, et à chaque fois je leur ai demandé quels sont les risques et les menaces auxquels fait face votre entreprise. Et donc j'ai essayé de dresser à partir de ça un véritable panorama général des menaces qui affectent notre entreprise. Et donc vos auditeurs trouveront dans ce livre l'ensemble des processus offensifs menés par des États et des entreprises étrangères contre nos entreprises françaises,
pour pouvoir se défendre. Alors c'est la guerre de tous contre tous, quelque part, hein, on peut dire c'est Hobbes, et non pas Machiavel là-dessus, mais alors justement, dites-nous, alors vous avez rencontré ces responsables sécurité de certaines entreprises, quels sont aujourd'hui, pour les entreprises françaises, quels sont, en tout cas certains, les risques les plus importants? Quels sont aujourd'hui, puisque effectivement chaque État ou chaque empire, pour entre guillemets défendre ses droits et se dit, moi je vais acquérir, vous avez parlé d'Alstom, vous avez parlé du TGV, vous imaginez notre TGV revendu par les Chinois, enfin un peu partout, et puis il y a beaucoup d'autres exemples. Comment se prémunir et quels sont d'abord les risques? Et quels sont les risques les plus importants ou les plus dangereux qu'on vous a énumérés? Écoutez, moi, à la suite de ce livre, j'ai fait une revue de presse, donc ça fait plus de 3 ans maintenant que je suis les risques en intelligence économique. Oui. Ce que je peux dire, c'est que l'extraterritorialité du droit américain continue à faire beaucoup de dégâts. Alors ça veut dire, expliquez-nous, parce que, oui, vous parlez de la justice américaine qui peut, au fond, sévir partout. C'est ça. En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes une entreprise française. On peut prendre le cas je peux reprendre l'affaire Alstom. Donc, ils sont accusés de corruption, notamment en Indonésie. C'est ce qu'on a reproché à Monsieur Perucci. Vous êtes condamné localement ou accusé localement. La presse, les Américains vont reprendre ce qu'il y a dans la presse locale pour faire leur veille, et ensuite vont vous assigner à justice devant leur juridiction à eux. En fait, il suffit. Même si c'est en Indonésie, que ça dépend pas d'eux. C'est ça. En fait, comment ils font? Ils se basent sur leur monnaie, le dollar. Il faut savoir que toutes les entreprises françaises font des transactions en dollars. Ils peuvent se baser aussi sur des filiales que vous avez aux États-Unis, sur des personnes, sur des US personnes, comme on les appelle, personnes qui peuvent être affiliées aux États-Unis, sur les données que vous stockez sur Gmail, sur Hotmail ou sur d'autres ou sur des serveurs. Voilà, ils ont si vous voulez, une véritable boîte à outils qui permet de faire condamner des entreprises européennes. Il y a quand même un fait qui est impressionnant, c'est que les entreprises françaises, de 2010 à 2019, elles ont payé au titre du FCPA, donc il y a une loi américaine, plus de 14 milliards de dollars à la justice américaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, 14 milliards de dollars. On pourrait s'en acheter des hôpitaux ou des porte-avions avec. Donc, vous voulez dire en 10 ans, des entreprises françaises ont payé 14 milliards de dollars à la justice américaine, enfin à l'État américain. C'est ça. Donc vous voyez, il y a eu Technip qui avait été condamné par le passé, donc il fait des forages pétroliers offshore, de 100 millions de dollars de mémoire. Vous avez la Société Générale qui a été condamnée. Vous avez eu la BNP avec l'une des plus grosses amendes de l'histoire, à peu près 8 milliards de dollars. Et la liste est assez longue. Là, prochainement, c'est une entreprise européenne qui pourrait être de nouveau condamnée, Ericsson, qui est spécialisée dans les télécommunications. Ils avaient été accusés de corruption par le passé. Ils avaient déjà versé une amende de plus d'1 milliard de dollars. Et là, ils pourraient de nouveau être condamnés. On leur reproche des faits de corruption, notamment en Irak, en lien avec Daesh. Donc ça, c'est une des menaces qui est encore très prégnante. Airbus a été condamné assez récemment en 2020, si je me souviens bien. Mais en général, attendez, s'il y a corruption, les Américains, enfin je ne veux pas me faire l'avocat du diable US, mais il peut dire oui, mais d'accord, mais écoutez, vous avez été corrupteur, donc il faut vous condamner. Est-ce que, en général, enfin, sans prendre tous les 100% des cas, est-ce qu'en général, c'est vraiment une manière de dire aux entreprises françaises, notamment, écoutez, attendez, ne haussez pas trop la tête, sinon on va vous la casser, ou bien c'est fondé, hein, d'après ce que vous avez vu? Alors c'est totalement fondé. Hein. Vous allez sur le département de la justice, sur le site internet du département de la justice américaine, vous rentrez les mots-clés, je sais pas, Total, Alstom, et vous allez voir les greffes qui sont reprochées. En fait, ce qui me dérange, si vous voulez, c'est qu'entre 2008 et 2017, vous avez 26 entreprises qui ont été condamnées au titre du FCPA à des amendes supérieures à 100 millions de dollars. Et sur ce total, vous en avez 21 qui étaient non américaines et 14 qui étaient européennes. Donc, autrement dit, ce que j'ai constaté, c'est que vous avez peu d'entreprises américaines qui sont lourdement condamnées. C'est ça. Je rappelle également que toutes les entreprises françaises ou européennes qui répondent à des appels d'offres de plus de 200 millions de dollars ou égal à 200 millions de dollars sont, je dis bien systématiquement, mis sur écoute par la NSA.
Et indirectement, ça va bénéficier aux entreprises américaines. Ça, c'est des faits qui ont été rapportés par Frédéric Pierucci. On peut citer également Alain Juillet, qui est un ancien haut responsable à la DGSE et grand spécialiste des questions d'intelligence économique. Ça, ce sont des faits qui sont avérés. On va en parler tout de suite après cette petite pause avec Augustin. À tout de suite. Frédéric Pierucci qui a d'ailleurs préfacé votre livre et que nous avions reçu en octobre dernier sur l'affaire Alstom. Vous nous appelez au 0826 300 300. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Augustin de Colnay, compétition mondiale et intelligence économique. Effectivement, on est au cœur du sujet. Un livre absolument grand public, intéressant, pédagogique sur ce qui se passe actuellement sur les fronts de la guerre économique. Et rappelez-vous, la guerre économique ne s'arrête jamais. Et justement, parlons un tout petit peu des conséquences et de ce qu'on vit économiquement depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, depuis qu'il y a en principe des sanctions, des rétorsions. On voit Ursula von der Leyen, Borrell et toute l'Europe, enfin en tout cas l'Union, les présidents de l'Union européenne disent c'est pas possible, il faut sanctionner absolument les Russes. Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, qui disait on va réduire l'économie russe à zéro, etc., etc. Quid de ça, de cette guerre actuellement et de ses conséquences, parce qu'on voit très bien que dans la raquette, c'est le moins que l'on puisse dire, il y a beaucoup de trous dans la raquette, Augustin de Colnay. Tout à fait. En fait, on a un conflit. Moi, si vous voulez, j'ai essayé d'écrire ce livre le plus factuellement possible, avec un grand nombre de faits. On a un conflit et des décisions politiques qui sont prises au niveau européen. Néanmoins, ce que j'observe, c'est que nous avons, donc par conséquence, un grand nombre d'entreprises françaises qui sont en train de quitter la Russie en raison de ce conflit. La Société Générale, qui résistait un peu, a annoncé qu'elle allait partir bientôt. Vous avez Auchan qui semble résister, Decathlon qui pour le moment, je crois, reste toujours là-bas. Et Groupe Renault, par exemple, aussi, qui a annoncé son départ. Et ce qui me perturbe... Le Roi Merlin, je crois. Le aussi, Roi Merlin ouais. aussi. Ouais. Il y a quand même quelque chose qui me perturbe, c'est que, bon, certes, on a une guerre qui est atroce, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi la défense des intérêts français. J'observe que l'Ukraine, c'est ce que disait Europe 1, l'Ukraine continue d'acheter du gaz à la Russie. Ils ont un bail qui va de 2020 à 2025, où ils vont percevoir de la part de la Russie 7 milliards de dollars. Entre 2020 et 2025. C'est ça, ce que disait Europe 1. Vous avez deux sortes de revenus. Donc, ils ont un revenu naturel qui est le gaz pour chauffer, et puis un revenu financier. Donc moi, ce qui me dérange, c'est que je constate également que la Russie continue d'exporter du gaz et du pétrole russe. C'était une information du magazine Capital. Et nos entreprises françaises sont en train de quitter la Russie massivement sous l'effet des pressions internationales. Moi, je me souviens de l'affaire en Crimée. On a des agriculteurs et des éleveurs qui n'ont pu jamais, à la suite des sanctions, pu réexporter des fruits et des légumes ou de la viande à la Russie. Et j'ai des craintes que les entreprises françaises, nos entreprises françaises, ne retrouvent jamais les parts de marché qu'elles ont actuellement dans un futur à moyen ou court terme. Alors, et quid en même temps, vous voyez ce que vous dites de la France, et en même temps l'Allemagne, ne sait pas du tout ce qu'elle fait, si j'ai bien compris. Alors, c'est là où j'ai essayé de classer un peu mes risques dans l'ouvrage. J'observe que l'Allemagne est extrêmement dépendante du gaz russe. Je crois que c'est plus de 50% elle reçoit plus de 50% de gaz pour chauffer et pour d'autres activités. On voit bien qu'au niveau des sanctions, les Européens sont en désaccord, notamment l'Allemagne qui freine au maximum pour ne pas mettre des sanctions sur le gaz. Moi, ce que j'avais listé à l'époque dans mon ouvrage, c'est notamment le projet Nord Stream 2. Je constate que Rappelez ce que c'était le projet Nord Stream 2. Alors, le projet Nord Stream 2, c'est un projet de pipeline qui va de la Russie à l'Allemagne, en passant par la mer Baltique, et qui a vocation à faire transiter du gaz, tout simplement. Ça. Et qui a été arrêté. À l'époque, quand j'ai écrit le livre, donc cet exemple-là, j'ai dû en parler il y a un peu plus d'1 an. Ouais. Les Américains ont mis en place
ont mis en place des menaces avec leur loi extraterritoriale en disant toutes les entreprises européennes qui coopèrent dans la construction de ce gazoduc risquent d'être sanctionnées. Ah oui, carrément. Si elles n'arrêtent pas, si elles n'arrêtent pas leurs activités dans la construction de ce gazoduc. Et il y avait toutes sortes d'entreprises, des assureurs, des entreprises chargées de la vérification de ce gazoduc, des entreprises en charge de la construction de ce gazoduc, notamment des entreprises suisses, par exemple. Et là, ce que je constate, c'est qu'il y a, on va acheter, c'est déjà fait, on va acheter aux États-Unis du gaz de schiste qui est 20 à 30% plus cher que le gaz russe. Ça y est, c'est parti. Et qui plus est, qui n'est pas écologique, puisque le gaz de schiste, on pourrait parler dans un autre débat des méthodes d'extraction. Je sais que les États-Unis, ça fait longtemps qu'ils rêvaient de nous vendre du gaz de schiste en grande proportion. Qui est 30% plus cher que le gaz russe. Qui est 20 à 30% plus cher selon les informations que j'ai consultées. D'accord. Que le gaz russe. Donc, certes, on a un conflit qui est assez atroce, où vous avez la Russie qui a attaqué l'Ukraine. Néanmoins, moi, je reste fermement... ce qui m'intéresse, ce sont vraiment les intérêts français. Où sont nos intérêts français ? Des conflits, il y en a partout dans le monde, malheureusement. Et encore une fois, je vous le redis, j'ai des craintes que les entreprises françaises qui partent actuellement ne retrouvent plus jamais les parts de marché qu'elles ont actuellement. Oui, mais alors, Augustin de Colnet, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'au fond, l'Europe ne parle pas d'une seule voix, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est que l'Europe, enfin cette Europe économique, tant vantée, etc., on nous dit c'est très bien, vous dites vous-même, écoutez, avant le dollar, allons sur l'euro, ce que disait aussi Frédéric Pierucci, mais en attendant, l'euro a l'air tout à fait arrimé au dollar, et que pour le moment, on voit bien dans cette guerre que au-delà effectivement de ce qui se passe sur le terrain, qui est assez terrible, bien sûr, les intérêts, chacun regarde ses propres intérêts. Est-ce que nous, Français, nous regardons vraiment nos propres intérêts ou pas en ce moment ? Vous pensez à quel secteur d'activité par exemple ? Je pense par exemple à ces secteurs d'activité. Non, je pense aux grandes entreprises à qui l'on dit de quitter, par exemple, la Russie. Je pense aussi à effectivement le fait que on a le nucléaire et on s'est tout d'un coup rendu compte que il s'agissait pas de faire baisser de 50%, de fermer 50% des centrales nucléaires au profit des éoliennes et parce que ça pouvait poser quelques problèmes, et deuxième peut-être des panneaux solaires. Enfin, je veux dire, il y a, et je reviens à l'histoire de l'État, il y a quand même une politique à long terme, il y a à regarder au-delà de la semaine d'après. Est-ce que on a l'impression que ce n'est pas vécu comme ça, et qu'on navigue, je dirais, au doigt mouillé de l'émotion? Enfin, j'exagère, mais à peine. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que déjà les Européens se tirent dans les pattes. Il suffit de prendre, c'est ce que j'ai constaté. L'Allemagne mène actuellement et depuis quelques années un lobbying intense pour porter atteinte à l'industrie du nucléaire français. Il se trouve qu'on a une électricité qui est actuellement plus compétitive que l'électricité allemande. Bien sûr, oui. Et on observe que par le biais de fondations, par des soutiens à des ONG, la filière du nucléaire français est sans cesse attaquée. Ah oui, et soutenue par l'Allemagne. Enfin, les attaquants... par un intense lobbying allemand. Allemand, d'accord. Oui, voilà. Mais c'est... Aidé, après, vous avez des ONG comme Greenpeace, on peut en parler aussi. Oui. Ce qui me perturbe avec Greenpeace, donc ils ont une image, une belle image, mais d'un côté, ils ont des investissements en Allemagne, ils ont une filiale qui s'appelle Planète Énergie et qui a des investissements dans l'éolien. Et de l'autre côté, si vous voulez, dans leur main droite, ils ont des investissements dans l'éolien, et dans leur main gauche, ils attaquent l'industrie du nucléaire. Donc, c'est ce que j'avais étudié quand j'ai fait l'école de guerre économique. À partir de ce moment-là, à partir du moment où vous avez des investissements contraires aux entreprises que vous attaquez, vous n'êtes plus neutre. Ah oui, on est face à une ça s'appelle conflit d'intérêts, ça. Il y a des conflits d'intérêts. Et c'est pareil, Greenpeace contribue à détruire l'industrie du nucléaire français. Et je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi nos responsables en charge des questions du nucléaire ne vont pas plus sur les plateaux TV pour défendre cette industrie, cette belle industrie du nucléaire. Eh bien, on se retrouve pour parler de cela, du nucléaire et de tout le reste, et de la guerre économique. Ça nous concerne tous, parce que les entreprises, ce sont elles qui fabriquent les emplois, qui font des emplois. On en parle tout de suite après cette petite pause. Et pour défendre votre point de vue, vous posez toutes les questions, parce que vous avez vu, le livre est très complet. Vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français
Français parlent au Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et on commence la partie avec les auditeurs jusqu'à 14h et nous sommes avec Emmanuel qui nous appelle de Pessac. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour André, bonjour à vous tous. Merci pour ce sujet à nouveau passionnant. Moi je voulais faire une petite remarque. En fait, la différence entre l'Allemagne, la Chine, la Corée, la Russie ou autres, peu importe ce qu'on pense de ces pays, c'est qu'ils ont un État derrière leurs entreprises. Ils ont une stratégie comme on a eu à l'époque de De Gaulle. Je ne suis pas un De Gaulâtre, même s'il a amené énormément de choses à la France malgré tout, puisqu'il avait pressenti un petit peu toutes ces dépendances d'entreprise. Le numéro 2 d'Alstom a quand même fait 2 ans de tôle aux États-Unis sur des présomptions qui finalement étaient complètement fallacieuses. Donc on a des cow-boys partout, mais la différence c'est qu'ils ont un État qui les appuie parce qu'ils comprennent qu'effectivement l'économie et les entreprises avec les brevets, d'ailleurs Alstom est un bon exemple, sont les principales sources de revenus de demain. On parle de réindustrialisation, mais si on vend tous nos brevets, on avait le TGV, maintenant il est copié, on avait les turbines Arabelle, maintenant on a récupéré les turbines mais on n'a pas récupéré les brevets, donc les fonds ne seront pas là, les usines ne seront pas là non plus. Enfin en gros, si on n'avait pas des chefs d'État, je sais pas que Macron d'ailleurs, parce que je pense que ça a commencé bien avant et j'en suis sûr même, qui vendaient, comme vous le dites souvent d'ailleurs, la France à la découpe, on n'aurait plus de problème de réindustrialisation. L'Allemagne défend son patrimoine, enfin son patrimoine industriel, notamment dans la roue et ailleurs, et en fait on nous fait croire qu'on va réindustrialiser, mais on va réindustrialiser comment? Avec du Amazon et des hangars et des gens à 1000 balles par mois? Parce que les vraies technologies, on a été un inventeur du cinéma, on a été l'inventeur des trains. Des métros, parce que c'est pour ça qu'ils roulent à droite et le train roule à gauche. Parce que là, c'était les Anglais. Mais je veux dire, on a été l'inventeur d'énormément de choses qui auraient pu nous permettre de nous développer. Le problème, c'est qu'on n'a aucun État derrière et c'est la maladie de la France. Et d'ailleurs, c'était un diplomate, je vais vous laisser là-dessus parce que je vais pas vous bloquer l'antenne, mais il y avait un diplomate, alors je vais pas retrouver la citation exacte, mais qui était un diplomate qui disait justement, mettez toujours un Français à la tête d'un État, à la tête d'une organisation internationale, parce que c'est le seul qui défendra jamais ses intérêts. Augustin merci à vous tous en tout cas. Merci à vous pour cette analyse. Effectivement, on peut se poser la question, cette guerre économique, cette intelligence économique que vous défendez, enfin, cette culture de l'intelligence économique. Est-ce que effectivement, sans État, sans un État, je ne dirais pas protecteur, mais au moins défenseur, vous parlez des Américains ou des Allemands, est-ce que ce n'est pas là où le bas blesse pour nous en France ? Dans la revue de presse que j'ai faite récemment, il y a un article, je crois, qui est assez révélateur, malheureusement. C'était Les Échos qui disait « Sanctions extraterritoriales, le gouvernement français temporise ». En 2 lignes, il disait quoi? Initié en 2019, le projet de réforme de la loi contre les sanctions extraterritoriales américaines semble au point mort. En cause, un rapprochement avec l'administration Biden. Bercy répond être toujours à pied d'œuvre. Donc, autrement dit, vous avez la BNP qui est passée à la caisse, vous avez Alstom qui est passé à la caisse, Total qui est passé à la caisse en Iran, par exemple, etc., etc. Et malheureusement, je constate qu'il n'y a toujours pas de volonté politique, de volonté de la part de nos décideurs. C'est le constat que j'ai fait depuis que j'ai écrit ce livre, au cours de 3 années. On a des structures qui commencent à se mettre en place. Vous avez le CICE, qui est le service d'intelligence économique de Bercy, qui commence à faire des recommandations, qui essaye de faire passer des lois pour protéger nos industries. Mais ça n'a pas été acté pour le moment, en fait. Il y a des actions qui sont menées dans le secteur pour les industries de défense. Vous avez la DRSD qui est extrêmement active, qui essaye de protéger les 4000 entreprises qui font partie de la base de la BITD, ce qu'on appelle la base industrielle. Alors j'ai plus tout l'acronyme, mais qui concerne les industries de défense. D'accord. Voilà. Je sais qu'il y a d'autres services étatiques qui sont à la manœuvre. Vous voyez, il y avait un article de Mediapart qui parlait de l'espionnage chinois, donc dans des laboratoires pharmaceutiques de 2018 à 2020. Une doctorante chinoise qui laissait rentrer des compatriotes dans le laboratoire. C'est un article de Mediapart. Là, c'est en lien avec l'université. L'université a appelé la DGSI qui est venue faire un diagnostic et qui a fait des recommandations. Malheureusement, parfois, c'est pas toujours très simple. Dans cet exemple-là,
qu'est-ce qui se passe? Et vous avez des universités qui bénéficient des universités dans la recherche scientifique, par exemple, qui ont des docteurs, des doctorantes, qui bénéficient de fonds chinois, par exemple. C'est sûr. Donc comment aller dénoncer des doctorantes qui réfèrent de l'espionnage économique? C'est compliqué. Moi, ce que j'observe, c'est que je sais qu'au sein de l'État, j'en ai rencontré, notamment un haut gradé au sein du ministère des Armées, qui est en charge de la protection du patrimoine militaire, enfin du patrimoine nucléaire et scientifique. Je sais qu'il y a une prise de conscience de la part de certains, malheureusement pas de la part de tous. Il y a des stratégies étatiques qui sont en train de se mettre en place, mais je les trouve lentes. Et je pense que le temps urge, qu'on a un grand nombre de floraux industriels qui ont été vendus, et je pense que malheureusement d'autres floraux industriels vont disparaître. Avant que tout ne disparaisse, avant que ce soit les soldes, la grande solde, et que tout disparaisse, tout doit disparaître, il faudrait peut-être qu'ils se réveillent, vous avez raison. Et nous sommes avec Pierre qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Pierre. Oui, bonjour. Alors je remercie votre invité de remettre en lumière des faits aussi graves. Je me reconnais totalement dans ce qu'a dit l'auditeur précédent et je vais en rajouter une couche en fait et l'illustrer. On a parlé des écoutes de la NSA, on a parlé de l'affaire Alstom, on parle des petites mains de l'espionnage avec cette doctorante chinoise. On a parlé de l'affaire McKinsey beaucoup ces derniers temps sous l'angle fiscal, le fait que McKinsey n'aurait pas payé d'impôts. Bon, McKinsey appartient aux fonds de pension américains, BlackRock, Vanguard. Pfizer appartient aussi à ces fonds de pension. Donc le vrai problème n'est pas fiscal, mais c'est un conflit d'intérêts énorme. On sait que les cabinets de conseil américains sont partout au sommet de l'État français. Donc en fait, les premiers agents de l'intelligence de la guerre économique et des Américains ne sont-ils pas ces cabinets? Et alors, j'ai voté Macron pourtant il y a 5 ans. J'ai voté Macron contre Fillon au premier tour, contre Le Pen au deuxième tour. Mais je me demande si Emmanuel Macron n'est pas l'agent double, en fait, le premier des agents doubles des fonds de pension américains. Et à la fin de son mandat, ne partira-t-il pas dans un conseil d'administration, parce que c'est un banquier d'affaires, donc dans un conseil d'administration d'un fonds de pension américain? C'est vraiment... c'est troublant. Le conflit d'intérêts, on n'en parle jamais. On parle des problèmes fiscaux, mais les conflits d'intérêts sont monstrueux. On en parle, mais évidemment, ce sont des gros problèmes. Mais au-delà de la personnalité de Macron, de ce qui va lui arriver, effectivement, Augustin Colnet, c'est une des choses intéressantes. Effectivement, ces cabinets de conseil, McKinsey et d'autres. Et oui, à qui appartiennent-ils? Appartiennent-ils? Aux fonds de pension. Les fonds de pension possèdent aussi les labos, ils possèdent les fabricants de toutes sortes, tous les industriels, ils possèdent tout le monde. Oui. Qui a le pouvoir? Alors, qui a le pouvoir, à votre avis, dans cette guerre économique, dans cette intelligence économique? Non, parce que ce que Pierre pose, c'est vrai que c'est un vrai problème. Au fond, qui a la culture de quoi? C'est-à-dire, c'est vrai qu'on parle de McKinsey, cabinet américain, cabinet international, centenaire, effectivement, BlackRock, la plus grosse société d'investissement du monde, fonds de pension du monde. Appartient à BlackRock. Oui, non, mais nous sommes d'accord. Donc, effectivement, peut-on mener la guerre économique avec, je ne dirais pas des espions, soyons prudents et sérieux, mettons des grosses guillemets. Oui, pas des espions. Parce qu'il faut faire attention. Donc, à votre avis, Augustin Colnet? Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne souhaite pas parler de politique, parce qu'on est dans l'entre-deux tours. Oui. En tout cas, donc je ne parlerai pas d'Emmanuel Macron ni de Marine Le Pen. En tout cas, ce que je peux dire, moi, j'avais interrogé un directeur financier d'une grande entreprise d'armement. La DGSI, ou les services de renseignement, lui avait demandé de ne plus travailler avec des cabinets d'audit financiers, ce qu'on appelle les 4 Big Four de l'audit, parce qu'il y avait de réels risques de captation d'informations sur la stratégie commerciale, sur les fournisseurs, etc., etc. Et puis sur les informations financières, bien entendu. Et donc, il a fait appel à des cabinets français comme Mazars, par exemple. Il y a quand même quelque chose qui est... Donc, dans l'affaire McKinsey, par exemple, moi, là où je m'interroge, c'est où sont stockées les données de McKinsey, sur quel serveur? Est-ce que ce sont des clouds américains de type Amazon, Microsoft ou encore Google? Où sont ces données? Est-ce que lorsqu'ils récupèrent les données, elles sont cryptées? Il faut savoir que dans l'affaire Airbus, par exemple, quand vous avez eu un audit, quand ils ont été mis à l'amende et sous enquête, au département de justice américaine, vous avez un journaliste, Ali Daidi, qui a écrit un très bon livre sur ce sujet. Il dit quoi? Il disait que durant les interviews,
menée par ces avocats d'affaires, ils ont eu accès à un grand nombre de données numériques et qu'ils les envoyaient non cryptées, non sécurisées, vers leur pôle à eux. Donc on est... Ils les envoyaient vers leur bureau. Vers leur bureau, c'est ça. McKinsey, bon, au-delà de la polémique, bon, c'est un cabinet qui est anglo-saxon, en tout cas qui n'est pas français. Moi, ce que j'aimerais peut-être voir, c'est un peu plus de souveraineté sur nos institutions. Les entreprises privées, ma foi, font ce qu'elles veulent. Néanmoins, moi, en tant que citoyen, j'aimerais que nous puissions être plus souverains sur notre administration. Mais le cloud, par exemple, c'est un cloud américain. Il y a des clouds, pardon l'expression, je ne suis pas du tout un expert, loin de là, en technologie, mais est-ce que le cloud peut être protégé ? Et comment ? Parce que vous dites vous-même que les informations, effectivement, sont passées par le cloud, et c'est vrai que McKinsey et autres, il n'y a pas que McKinsey, transmet ces informations, et donc la souveraineté a bon dos, du coup. Mais vous avez des entreprises françaises, je ne suis pas expert non plus dans ce domaine, j'ai essayé d'interroger des spécialistes de la cybersécurité, mais je peux citer OVH par exemple, et en plus vous avez actuellement des certifications de l'ANSSI qui sont en train d'être données à des acteurs français. Je sais que vous avez également une filiale de Dassault qui est spécialisée dans le cloud, je n'ai pas tous les acteurs en tête. Non, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, en tout cas pour les entreprises françaises, il y en a beaucoup, des multinationales, je ne vais pas les nommer, mais qui stockent toutes leurs données parce que c'est plus pratique sur des clouds, comme on l'a dit, d'Amazon, de Google ou de Microsoft. Moi, je vais vous lire une information qui m'a assez choqué. Vous avez eu le responsable de la sécurité des clients de Microsoft qui avait déclaré Microsoft déclare qu'un tiers des demandes d'accès aux données émises par le gouvernement américain sont classifiées. Le client final visé par la consultation des données n'est pas informé. Autrement dit, avec le Cloud Act, si les États-Unis font une réclamation auprès d'un prestataire informatique américain, y compris si son serveur est situé sur le territoire européen, le client, dans un tiers des cas, n'est pas averti. Ah oui, vous voulez dire, moi, si j'ai donné des informations, mettons, qui est dans le cloud, le gouvernement américain les réclame, Amazon ou autre les donne, mais moi, je ne serai pas averti. C'est ça. Et c'est ce qui me préoccupe aussi. Ah oui, c'est pour ça que nous avons besoin d'avoir une souveraineté, mais tout ça, c'est tout ce que je dis, c'est sourcé, c'est dans la presse. Vous avez plus de 800 sources dans mon livre. Si vous voulez, le Cloud Act, il est né avec une affaire qui a eu lieu en Irlande. Voilà, vous aviez Microsoft avait des serveurs en Irlande, et dans une affaire de trafic de drogue, la justice, le FBI, avait réclamé à Microsoft des données qui étaient stockées sur des serveurs en Irlande. En Irlande, ouais. Microsoft a dit non. Pas question. Et du coup, vous avez eu à la suite de ça le Cloud Act qui a été créé et qui a permis dans cette affaire de récupérer les données des trafiquants stockées sur les serveurs de Microsoft en Irlande. Donc vous voyez, on revient toujours à cette même notion, c'est de souveraineté. Je ne pense pas que les États-Unis seraient prêts à stocker leurs informations sur des serveurs russes ou chinois. Ça m'étonnerait. Oui, ça m'étonnerait aussi. Et je crois que c'est ce qui me préoccupe, c'est le contraire, c'est ce qui marche. C'est ça. C'est passionnant, mais on doit faire une courte pause. On a jusqu'à 14h pour en parler. Vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous allons à Perpignan, où il commence d'ailleurs à faire chaud aujourd'hui. Et nous sommes avec Yvette qui nous appelle. Bonjour Yvette. Bonjour Yvette. Bonjour messieurs. Bonjour. Voilà, je voulais poser une question, ça fait un moment déjà. Vous savez que l'OPEP, on le sait, que l'OPEP avait diminué sa production pendant la pandémie, puisque le carburant coûtait pas cher. Et là, j'ai vu un entrefilet sur LCI, LCI met des trucs en bas là, et j'ai vu qu'il y avait marqué l'OPEP a décidé de ne pas augmenter sa production pour ne pas faire de remous à la Russie. Voilà. Ils veulent pas augmenter. S'ils augmentaient leur production, on paierait moins cher le carburant. Mais eux, faut pas qu'ils fassent de remous avec la Russie. Alors nous, on est vraiment les dindons de la farce alors. Oui, c'est même le titre d'un livre de Malika Sorel que nous avions reçu il y a 3 jours, Yvette. Et effectivement, on peut se poser la question si non seulement on n'est pas les dindons, mais on n'est pas en train de finir de se faire plumer, ce qui est encore autre chose. Alors pourquoi l'OPEP ne veut pas augmenter pour pas faire de remous? Et puis nous, on irait jouer au Qatar, là, le mondial du foot.
Ah bah non. Hein. Oui, c'est une vraie question. Oui, Augustin Cornet, je ne sais pas si vous avez étudié cet aspect, l'aspect guerre du pétrole. Quid là-dessus? Est-ce que c'est... parce que l'OPEP a très souvent joué sur les prix du pétrole, et avant même qu'il y ait le conflit avec les Russes, etc. Quid du rôle du pétrole aujourd'hui à votre connaissance? Moi, j'ai constaté que Total, si je ne me trompe pas, des informations que j'ai lues, a à peu près 13 milliards d'investissements en Russie. 13 milliards. Je suis content que pour le moment, il n'ait pas pris la ferme décision de quitter la Russie, parce que vous avez un conflit qui génère de l'émotion, certes. Après, vous avez les intérêts français. Et je pense qu'il serait bon qu'on puisse continuer à avoir du pétrole à un prix raisonnable, avoir de l'essence qu'on puisse mettre dans notre voiture. Et je pense que le choix que fait Total actuellement me paraît extrêmement rationnel, malgré, encore une fois, l'émotion que génère ce conflit. Mais on ne peut pas quitter des pays que par... dicté, parce que l'émotion dicte, on peut pas avoir... Et puis la France n'est pas en guerre avec la Russie, que je sache, enfin jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, on verra bien. Mais effectivement, Total reste, et effectivement, il faut rappeler aussi, vous l'avez dit... C'est ce qu'a annoncé Patrick Pouyanné, il a fait plusieurs déclarations en disant on ne peut pas quitter actuellement Et vous rappelez à juste titre, vous rappeliez un peu plus tôt, que le gaz de schiste américain, que les Américains sont en train de nous vendre, vaut 20 à 30% plus cher que le gaz russe. Il ne s'agit pas de défendre le gaz russe, mais enfin, il y a une question aussi de prix d'achat et de pouvoir d'achat. C'est ce que j'ai vu dans la presse française. En tout cas, pour vos auditeurs, à la suite de ce livre, donc, qui contient plein d'exemples extrêmement concrets, j'ai fait une première revue de presse que vous pouvez trouver sur le portail de l'IE, qui est le site Intelligence économique, qui est le site internet de l'école de guerre économique. Encore une fois, je vous dis portail de l'IE, et vous retrouverez ma revue de presse en tapant mon nom. Je vais en faire une deuxième pour continuer à garder l'actualité, à parler des risques en intelligence économique, parce que la guerre économique évolue sans cesse et elle prend des formes toujours qui sont toujours plus nouvelles. On a des nouveautés à chaque fois et il faut réussir à les anticiper. Demain, par exemple, je quitte un peu votre secteur du pétrole. Oui, allez-y. Demain, la Chine met en place des mesures extraterritoriales. Il faudra bien anticiper ce risque. Oui, la Chine fait comme les États-Unis. Elle pourrait faire comme les États-Unis. Mais... Et nous sommes avec notre chère Safia de la Courneuve. Bonjour Safia. Safia, bonjour. À nouveau. Vous savez, André Barkov, quand je vous ai souhaité la bonne année, et là sur le retour, je me dis complètement de la folie pure ce qu'on est en train de traverser. Et je vais revenir à votre invité Augustin de Colnay. C'est bien, je n'ai pas écorché le nom. Non, c'est parfait. Pas du tout. Alors dites, oui. On vous écoute, Safia. Oui, c'est une question qui m'intéresse naturellement, la guerre économique. Donc moi, j'ai produit une note et par rapport à ce que j'ai tracé sur la mandature, s'il repasse, en l'occurrence M. Macron, on sera dans du fine-tuning, c'est-à-dire que systématiquement, comme on est dans un monde fractalisé et que maintenant c'est un monde brisé en deux entre les mondes du BRICS qui ont les énergies et puis les vieilles puissances occidentales, pour les effondrer complètement, je pense qu'il y avait des stratèges déjà chinois dès que la Chine est rentrée à l'OMC. Qui a fait ce calcul d'effondrement de l'Europe. L'Organisation mondiale du commerce, oui, c'est ça. Vous dites que, en fait, un certain nombre de puissances extra-européennes sont en train de travailler à la paupérisation, disons, pour ne pas employer notre mot, de l'Europe, d'une manière ou d'une autre, alors que l'Europe est encore très riche, bien sûr, mais c'est ça, Safia, ils travaillent à ça. C'est ça. Et est-ce que la guerre économique, alors justement, Augustin, c'est intéressant la question de Safia, est-ce que quand même on ne constate pas aujourd'hui, encore une fois, il ne s'agit pas de conclusion définitive, ce serait idiot, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un affaiblissement, je dirais, de l'Europe par rapport à cette guerre économique mondiale? Est-ce qu'on ne peut pas sentir dans un certain nombre de démarches, de stratégies, et au-delà même évidemment l'actualité étant cette guerre Russie-Ukraine, mais au-delà de ça, ce qui se passe en Chine, au Japon, ailleurs en Asie, est-ce que l'Europe ne devient pas le maillon faible, disons? Moi, ce qui est certain, c'est que je crois qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle ère qui n'attendra pas les Européens.
Si je reprends cette histoire de sanctions internationales menées contre la Russie, je constate qu'il y a un certain nombre de pays non européens qui continuent, comme l'Inde par exemple, à acheter massivement du pétrole et du gaz à la Russie. L'Inde par exemple. L'Inde, elle a des liens assez privilégiés avec la Russie, elle lui achète beaucoup d'armements. Et puis, de ce que j'avais lu, c'est que du temps de l'Union soviétique, ils avaient bénéficié d'une aide pour mettre au point leur arme nucléaire. D'accord. Vous avez regardé toutes les lésions aériennes qui restent ouvertes avec un certain nombre de pays, entre la Russie et un grand nombre de pays non européens. Oui. Si on prend les cartes de crédit, par exemple, si vous regardez votre carte de crédit, il y a marqué Mastercard ou Visa. Oui. Ou American Express. Ou American Express. Ça vous permet de payer à l'international. Bon, vous avez eu des sanctions qui ont été mises là-dessus. Et ça a été désactivé sur un certain nombre de cartes de Russes ou de personnes liées à la Russie. Qu'est-ce que font les Russes? Ils sont en train de se tourner vers la Chine. Ils sont en train d'adopter leur système qui s'appelle Union Pay, si je le prononce bien. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que il y aura toujours des sanctions. La Russie, on lui a imposé des sanctions pour la Crimée. Elle a résisté. Elle est même devenue indépendante en termes d'agriculture, peut-être pas totalement, mais elle a fait de grands progrès. Elle nous a pas attendus. Et mes craintes, c'est que l'Union européenne reste à la ramasse, si je puis dire. Et on a besoin d'avoir une politique forte. Malheureusement, je constate qu'il y a de toute façon une désunion au sein de l'Union européenne. C'est clair. Je le redis, l'Allemagne freine des cas de fer pour ne pas mettre d'embargo sur son achat de gaz russe. Juste un mot là-dessus. Vous avez entendu, confirmez ou pas, vous me direz si vous me le... Et que l'Arabie Saoudite a accepté de vendre du pétrole à la Chine en payant en yuan. Alors que jusqu'ici, comme vous le savez, le dollar était la monnaie unique, enfin, reine et souveraine. C'est clair que se passer du dollar, ça vous permet également d'éviter les sanctions, notamment américaines. Si vous prenez le cas de l'Iran, en soi, les entreprises françaises sont en droit de faire du business avec l'Iran. Mais comme toutes nos banques ont des licences bancaires aux États-Unis, si une banque française soutient une entreprise française dans des pays qui sont sous un embargo décrété par les États-Unis, qu'est-ce qui va se passer? Les banques n'auront plus le droit de commercer en dollars. Elles vont perdre leur licence bancaire. Elles risquent d'être également condamnées avec un véritable rouleau compresseur qui va s'en suivre. Les États-Unis pourraient mettre, si la banque est condamnée, ce qu'on appelle un surveillant en intégrité. En anglais, on dit un corporate monitor. Qui va avoir accès à l'ensemble des données de la banque. Ils peuvent les mettre en faillite, pour la conformité. Enfin, ouais. Donc, moi, je suis étonné également qu'il n'y ait pas plus d'entreprises françaises qui fassent davantage de paiements en euros. On a une monnaie qui est commune, autant en profiter. Je pense que les Chinois et les Russes ne vont pas nous attendre là-dessus et qu'ils vont continuer à faire du business avec bon nombre de pays et que nous allons rester derrière. Voilà, il est minuit, Docteur Europe. Il faut faire attention. Et vraiment, la guerre continue. Et cette guerre-là, hélas, elle va continuer. Et je rappelle votre livre Compétition mondiale et intelligence économique aux éditions Valeurs ajoutées, un recueil, un panorama qu'on a pu le faire pendant 1h15. Et tout de suite, Brigitte Lahaye.